Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle après-midi de direct sur Public Sénat. Dans un instant, nous allons revenir bien sûr sur la disparition de Charles Pasqua, l'ancien sénateur, ancien ministre, est décédé hier. Juste après, nous rejoindrons l'hémicycle pour suivre la discussion générale autour de la loi Macron. À 18h15, Jean-Luc Mélenchon est l'invité de Preuve Phare 3. Et à 19h, c'est votre journal 24h Sénat présenté par Delphine Girard. Mais d'abord, la disparition de Charles Pasqua. Les réactions sont nombreuses depuis hier. Je vous propose tout de suite d'écouter le président du Sénat qui vient de lui rendre un hommage appuyé à la tribune. Certains d'entre nous, dont moi-même, ont encore en mémoire ces prises de parole dans cet hémicycle, toujours fortes, toujours passionnées, car inspirées par ses convictions. Que ce soit sur l'école libre, la liberté de la presse, le maintien du lien qui unit la Nouvelle-Calédonie à la France, ou encore l'application des accords de Schengen ou le traité de Maastricht. Sa voix résonne encore dans nos mémoires, et je le cite, « La France n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle a su se hisser au-delà des destins auxquels elle paraissait promise. » Au nom du Sénat tout entier, je veux assurer sa famille de notre compassion, lui présenter nos condoléances les plus attristées. La République perd un de ses grands serviteurs. Voilà donc pour l'hommage de Gérard Larcher. Tout de suite, deux autres témoignages, deux sénateurs qui l'ont beaucoup côtoyé ici au Sénat, Jean-Pierre Raffarin et Jean-Claude Gaudin. Ils ont voulu nous parler du style Pasqua. Avec beaucoup d'émotion et beaucoup de tristesse pour cet homme d'État qui a été un défenseur du gaullisme depuis le 18 juin jusqu'à la fin de sa vie, qui a été ici un personnage important à la Haute Assemblée, mais qui surtout a été un ministre de l'Intérieur visionnaire. Parce que déjà, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il s'était préoccupé du terrorisme pour lutter contre le terrorisme. Alors cet homme avait des valeurs fondamentales attachées à la nation, à la République, en un mot à la France. Et c'est une perte pour notre pays. C'était un homme d'autorité, mais qui avait en même temps la faconde, la convivialité, la capacité de communication chaleureuse. Alors je pense que la société française demande de l'autorité, en effet, qu'il y avait là chez Pasqua et chez quelques autres aussi, cette forme de force, mais dans un corps qui était plutôt rond et avec cet accent qui rendrait la communication très chaleureuse. Nous avons souvent mené des combats ensemble, nous avons aussi eu des divergences sur l'Europe notamment, et sur des choix stratégiques, mais c'était un personnage qui incontestablement a marqué la vie politique française. On en vient maintenant à l'actualité au Sénat avec la réforme du dialogue social. Le projet de loi a été adopté à l'instant par 181 voix pour et 36 contre. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a déclaré ce matin que la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle serait bien introduite lors du retour du texte à l'Assemblée. Je rappelle que cette mesure avait été supprimée justement par les sénateurs. Au Sénat, toujours une visite importante, celle du Premier ministre chinois. Li Keqiang a été reçu par Gérard Larcher. Il s'est ensuite rendu à l'Élysée pour un entretien avec François Hollande. Retour maintenant sur la disparition de Charles Pasqua. Je vous propose de voir une émission réalisée en 2011. Charles Pasqua y évoque son parcours de sénateur. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je suggère que nous nous écoutions. Preuve de l'innocence, soyez calme. Mais c'est une aberration. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis Charles Pasqua. J'ai été sénateur membre de cette Assemblée à plusieurs reprises. Je crois que j'ai exercé des responsabilités au Parlement pendant un peu plus de 20 ans. J'ai été 2 fois ministre de l'Intérieur et puis, d'autre part, membre du Parlement européen
J'ai donc plus de 30 ans d'expérience de la vie politique dans ce pays. Une des premières lois qui a été mise en discussion était la loi sur la réforme de l'éducation nationale présentée par Alain Savary. Le vote de la loi Savary n'aurait dû poser aucun problème. Mais voilà qu'avant que ce texte ne vienne en examen au Parlement, une série d'amendements ont eu comme conséquence de durcir ce texte. Il s'agissait d'un projet attentatoire, une liberté essentielle, le droit pour les familles de choisir librement, comme elles l'entendaient, le mode d'éducation de leurs enfants, et nous nous sommes trouvés tout d'un coup dans une situation de conflit. Le président Poher, avec lequel j'avais des relations très suivies, me demande d'aller le voir et me dit j'ai demandé à voir François Mitterrand, je vais le voir avec 4 amendements qui devraient permettre de régler tout ça sans histoire. Je lui ai dit, je me retrouve bien optimiste. Il est parti voir François Mitterrand. Et je me rappelle, j'étais sur le boulevard Saint-Germain, lorsque on m'a fait chercher, on m'a dit, le président Poher vient de rentrer, il veut vous voir d'urgence. Et il me dit, ça s'est très mal passé. Il a refusé toute discussion, et il m'a dit, vous avez déjà fait partir un président de la République, vous n'en ferez pas partir un second. Je n'accepterai aucune discussion. Alors, Alain Poher me dit, je ne vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Moi, j'avais réfléchi, naturellement, entre-temps. Et je m'étais dit, il y a une seule parade. Mais peut-être que ça va vous paraître excessif et difficile à mettre en œuvre. Il me dit, quoi donc? Je dis, c'est l'appel au référendum. Le président de la République, qui était un fin politique, s'est rendu compte qu'il était engagé dans une affaire qui ne pouvait que mal tourner, et donc il a décidé de retirer le texte. Et ensuite, dans une deuxième étape, il a décidé tout simplement de l'annuler. Alors Pierre Mauroy s'est senti complètement désavoué et il en a tiré les leçons. Il a démissionné de son poste de Premier ministre. Ce qui m'a permis de dire qu'à cette occasion, le Sénat avait renversé le gouvernement, ce qui n'était pas dans la pratique constitutionnelle normale. Oui. Il y a longtemps que M. Fabius a atteint son niveau d'incompétence, qu'il démissionne. C'est le seul service qu'il puisse encore rendre à la République. Oh, mais c'était des temps très forts. Il y avait une tension palpable. Mais vous savez, j'étais allé en Nouvelle-Calédonie moi-même. J'y étais allé d'abord pour faire un contrôle sur place de la télévision. Et puis il y avait une très grande réunion publique où il y avait près de 20 000 personnes. C'est énorme pour la Nouvelle-Calédonie. Là, j'avais d'ailleurs dit que ce qui se passait sur ce territoire était totalement contraire aux lois de la République et tout le monde devrait rendre des comptes. J'avais même menacé le président de la République de haute cour. Et c'est là où je m'étais exclamé devant cette assistance. J'ai dit, si je suis ici, c'est parce que la France est une et indivisible et que la défense de Bastia commence à Nouméa. Alors ça avait été du délire. Le Sénat ne peut vraiment jouer un rôle politique que lorsqu'il est dans l'opposition au pouvoir. Si la majorité du Sénat est de la même couleur que le pouvoir en place, la marge de manœuvre dont il dispose n'est pas très grande. Il lui reste la capacité habituelle qui consiste à amender les textes, etc. Mais les grands débats politiques, non.
Nous refusons les atteintes portées à la souveraineté nationale et nous refusons ce que vous nous proposez, qui est à la fois contraire à la Constitution, qui constitue par rapport aux principes fondamentaux de la République une véritable trahison, une brèche ouverte dans notre droit constitutionnel. La bataille sur Maastricht a pris assez vite une tournure dramatique. Cela a été dû d'abord à l'intervention de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale, où il a parlé pendant près de 2 heures, où il a créé véritablement un choc dans le pays. Ensuite, nous avons créé un mouvement pour nous opposer à cette démarche, qui était le non au référendum. Et surtout, nous avions choisi un slogan qui avait fait son effet. C'était « Liberté, je chéris ton nom ». Mais pas N-O-M, mais N-O-N. Voilà. Et nous avons sillonné la France et nous avons failli l'emporter. D'ailleurs, si on ajoute aux voix qu'a fait le non les votes blancs, le oui était minoritaire. S'il y a seulement une voix d'écart entre M. Monory et moi, s'il est devant d'une seule voix, je me retire immédiatement et nous voterons pour lui. Notre attitude est simple, elle est conforme à la discipline républicaine et à la conception qui est la nôtre de la politique, c'est-à-dire à la droiture, la loyauté et le respect d'un minimum de règles morales. Tout est dit. Ben oui, Monory était devant moi, je me suis immédiatement retiré. Mais de toute façon, j'avais été candidat parce que mes amis me l'avaient demandé, mais je savais très bien qu'à partir du moment, alors que j'avais dans la maison, j'avais au Sénat une audience assez large et beaucoup de sympathie, mais il est bien évident qu'à partir du moment où j'avais pris les positions que j'avais prises sur Maastricht, un certain nombre de gens n'auraient jamais voté pour moi. Et c'est bien ce qui s'est passé. Naturellement, président du Sénat, c'est un poste éminent. Mais moi, ce qui me... Si ça avait pu se faire, j'aurais été satisfait, naturellement. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis davantage un homme d'action. Je suis davantage porté à créer, à faire avancer les choses, à modifier, à essayer de mettre ma patte sur les événements. Donc je n'ai rien regretté, je n'ai rien regretté du tout. D'ailleurs, si j'avais eu la moindre tentation dans ce domaine, je n'aurais pas fait la déclaration que j'ai faite. J'aurais attendu, puis j'aurais dit on fait un 2e tour, puis même un 3e éventuellement. Non, tout ça ne présentait pas d'intérêt. Vous êtes soulagé, monsieur François? On va les faire soulager de quoi? Soulagé parce que... Non, je suis très content. Vous me permettez que je vous dise quelque chose? Vous avez une vision médiocre de la vie. Médiocre. Vous pensez qu'on est motivé seulement par ça? Regardez donc ma vie. J'ai risqué ma vie et j'ai servi la France. Le reste, je m'en fous. Alors voilà, c'était bien dit. Hein. Premièrement, immunité ou pas, ce qui compte, c'est que lorsqu'on se regarde dans sa glace le matin, on sache qu'on n'est pas un salaud. Voilà. Et pour le reste, la justice y pourvoira. D'ailleurs, elle a finalement fait son travail, même si elle l'a fait au bout de 10 ou 11 ans, parce que ça fait partie des carences de notre système judiciaire, dont je n'ai pas été le seul à supporter les conséquences. Voilà. Pour le reste, j'ai une expérience assez intéressante, parce que, naturellement, vous me parlez du Sénat, c'est votre rôle, mais j'ai également été membre de l'Assemblée nationale. J'ai été vice-président du groupe de l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Puis j'ai été député européen, j'ai été président de groupe au Parlement européen. Je veux dire par là que j'ai une expérience assez complète et que je peux donc faire une comparaison
entre les différentes assemblées. Quand j'ai été élu sénateur, le mandat durait 9 ans. C'est extraordinaire. Quand vous rapportiez, vous étiez responsable du même secteur pendant plusieurs années, vous arriviez à avoir une somme de connaissances que vous n'avez pas ailleurs. Et pour cela, j'ai toujours considéré que le mandat de l'Assemblée nationale était trop court. J'ajoute autre chose, mais ça je ne le dis pas seulement, je ne le dis pas par patriotisme. Je crois que le Sénat travaille mieux, travaille plus au fond. Je crois qu'il a la chance d'avoir des administrateurs et du personnel qualifiés, compétents, l'Assemblée nationale aussi. Mais il y a un autre élément. Moi, je crois que les murs sécrètent une atmosphère. L'atmosphère de l'Assemblée nationale, c'est l'affrontement. Le Sénat, c'est plus paisible. Il y a bien de temps en temps, ça nous est arrivé, mais même quand il y a eu un affrontement au travers des prises de position, etc., ça ne va jamais au-delà. Les relations entre les sénateurs sont courtoises. Ça n'est pas toujours le cas à l'Assemblée nationale. J'ai le souvenir d'une vie bien remplie et surtout, ce qui me satisfait, c'est que quelles que soient les fonctions que j'ai occupées, elles ne m'ont pas tourné la tête. Et que d'autre part, j'ai toujours été fidèle à l'engagement de base qui a été le mien. Je suis né gaulliste et je mourrai gaulliste. Voilà. Voilà donc pour cette émission où Charles Pasqua retraçait son parcours de sénateur. Nous reviendrons bien sûr sur sa disparition à 19h dans 24 heures Sénat. Mais tout de suite, direction l'hémicycle pour écouter la discussion générale sur le projet de loi Macron, alors que la droite a bien l'intention de batailler de nouveau pour imposer sa version du projet de loi. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Dans la discussion générale, la parole est au ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, M. Emmanuel Macron. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle lecture, en effet, du texte qui nous a occupés pendant de nombreuses heures, de nombreux jours et nuits, donc vous verrez que nombre d'éléments qui ont pu être intégrés par la Haute Assemblée et qui ont pu faire l'objet de nombreuses heures de discussion, en effet, se retrouvent ici et ont été confirmés par l'Assemblée nationale. Alors cette loi, elle repose sur une méthode simple. Elle nous a déjà rassemblés longtemps, donc je ne veux pas y revenir trop longuement. Mais je veux ici en rappeler peut-être l'esprit et quelques principes. D'abord, l'absence d'interdit. Tout domaine qui justifie qu'on y procède précisément à des réformes, qu'on le visite pour que l'économie soit plus efficace, pour que les choses aille plus vite, eh bien, doit être visité. Et donc, il n'y a en effet pas dans ce texte de loi, en quelque sorte, de zones qui ne seraient pas visitées ou d'endroits qu'il faudrait garder hors de la réforme. C'est ce qui fait d'ailleurs la transversalité de ce texte, son caractère trop foisonnant pour les uns, mais pleinement assumé pour ma part. Deuxième principe, c'est la transparence. Les objectifs ont été clairement annoncés dès le début des travaux devant votre Haute Assemblée. Concevoir une loi pour avoir un impact rapide, concret et puissant, pour accélérer notre croissance et l'enrichir en emploi, suppose véritablement cet élément de transparence qui fait que partout où il y a des rentes qui ne sont pas justifiées, et j'y reviendrai dans quelques instants, eh bien, il faut qu'on puisse les revisiter, les réinterroger, les questionner. La transparence, c'est un instrument du meilleur fonctionnement de notre économie. Ensuite, cette loi, elle procède d'éléments d'équilibre. C'est-à-dire que partout, la réforme est possible sans dégrader les droits,
sans enlever précisément l'équilibre qui constitue celui dans lequel notre République se tient, nous l'avons fait. Et que partout où il fallait revisiter, en quelque sorte, des droits importants, fondamentaux sur le plan social et économique, nous ne l'avons pas fait. Et je tiendrai le débat sur les différents points qui, je le sais, demeurent contentieux avec les uns ou avec les autres et qui ont pu être introduits dans ce texte, parce que je pense que nous avons tenu ce chemin de crête constamment pour que nous puissions moderniser notre économie, la conduire à aller plus vite, à fonctionner mieux, sans pour autant sombrer dans la caricature qui est parfois faite de ce texte. C'est aussi pourquoi, pour les uns, nous allons, je le sais, beaucoup trop loin, pour les autres, nous n'en faisons pas assez. Sans doute devons-nous faire bien, en tout cas faire juste, ou tout au moins un juste milieu. Je ne veux ici provoquer personne. Mais je pense en tout cas que nous avons fait au mieux au travers de ce texte pour tenir cet équilibre et permettre un meilleur fonctionnement de notre économie. C'est enfin la co-construction législative qui a été retenue comme méthode pour ce texte. La durée totale des débats dans les deux chambres en témoigne, plus de 400 heures. Ils ont permis un enrichissement constant à l'Assemblée comme au Sénat, avec plus de 2000 amendements retenus, intégrés dans ce texte sur plus de 8000 amendements qui ont été discutés. Alors, cette loi, elle répond à 5 engagements indispensables sur lesquels je veux très rapidement revenir. C'est d'abord une loi pour l'activité et l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que dans de nombreux secteurs, nous allons ouvrir précisément des zones de notre vie économique qui étaient jusqu'alors entravées. Conduire à l'ouverture des lignes de transport en autocar sur tout notre territoire, c'est une mobilité accrue, c'est une mobilité plus juste, c'est aussi véritablement un secteur d'activité économique. On a souvent eu une approche anecdotique, voire par la dérision de ce sujet des autocars. On verra les emplois qui sont créés par ce truchement. Et pour ce qui me concerne, si on peut créer, comme les études l'indiquent aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliers d'emplois à travers une telle ouverture, je défie quiconque de considérer qu'il s'agit, dans la période que nous vivons, d'un élément anecdotique. Je souhaite ici qu'on puisse mettre en œuvre rapidement cette mesure après la promulgation de ce texte, car ça reste l'une des priorités fortes du gouvernement. Cette loi, elle va aussi faciliter le travail et l'ouverture de commerces de détail de dimanche en créant les zones touristiques internationales qui généreront de l'activité, compte tenu même de leur conception et de leur localisation. Ce texte permettra aussi aux maires qui le souhaitent, dans les territoires qui en éprouvent le besoin, d'autoriser les commerces de leur commune à ouvrir jusqu'à 12 dimanches par an. L'équilibre entre les territoires sera préservé grâce au mécanisme de consultation de l'intercommunalité que prévoit notre texte, et avec, là aussi, l'esprit de justice que j'évoquais il y a un instant, puisqu'il est partout prévu que, sans accord, il ne peut y avoir d'ouverture et que cet accord prévoira les termes de la compensation qui, jusqu'alors, dans de nombreux endroits, n'existaient pas. Parce qu'elle a pour objectif de stimuler l'activité, cette loi fait le choix du risque contre la rente, ce qui est l'un des éléments constitutifs de la philosophie même de ce texte. Et donc, demain, les entrepreneurs qui se lancent pourront recruter très vite les meilleurs talents en les associant à leur capital grâce au BSPCE. Les entreprises pourront attirer ou conserver les salariés les plus méritants ou les plus indispensables grâce à l'alignement du système des actions de performance sur les standards européens. C'est ça l'esprit qui consiste à encourager, à faciliter le risque, alors même que nous rénovons le système des retraites chapeau en y apportant plus de contraintes, de maîtrise, de contrôle, là où celle-ci pouvait se constituer de manière trop rapide ou sans relation aucune avec la performance des dirigeants qui pouvaient en bénéficier. C'est cela, lutter contre la rente. Cette loi, et c'est le deuxième axe sur lequel je voulais insister, c'est également une loi pour l'emploi. Pour embaucher, il faut de la visibilité, de la stabilité et de l'agilité. Et c'est dans cet esprit que le gouvernement a enrichi ce texte, en particulier, et c'est l'une des différences notables du texte qui vous revient de l'Assemblée nationale, en commission spéciale lors de la discussion à l'Assemblée nationale, avec les mesures annoncées par le Premier ministre le 9 juin dernier. La visibilité, c'est ce qui nous a conduit à parachever la réforme des prud'hommes portée par cette loi avec des dispositions additionnelles. Nous avons longuement discuté de cette réforme en première lecture, je n'y reviendrai pas. Et ce texte doit permettre justement de raccourcir les délais en les encadrant, en empêchant les manœuvres dilatoires qui sont le lot commun de ces procédures. Le rapporteur Pillet le sait, qui a longuement travaillé sur ce texte avec nous,
je suis prêt à avoir un débat sincère et dépassionné sur ce sujet, afin que nous nous assurions collectivement que toutes les procédures et les garanties procédurales sont bien dans le texte de loi. Je suis prêt d'ailleurs à ce que certaines de ces procédures qui devraient figurer dans le domaine réglementaire se trouvent dans la loi si cela vous paraît plus simple et plus efficace, parce que l'objectif que nous poursuivons, c'est véritablement que la procédure fonctionne mieux, plus rapidement et de manière, je dirais, plus adaptée, à la fois pour les salariés, en particulier les salariés les plus fragiles, comme pour les employeurs et en particulier les plus petits employeurs. Mais au-delà des réformes que nous avions discutées en première lecture, nous avons ajouté donc un système, alors qui n'est pas celui que la Haute Assemblée avait ici adopté, qui était un plafond unique pour l'ensemble des entreprises, mais qui, pour ce qui concerne uniquement les indemnités prud'homales, introduit un plancher, un plafond, en fonction de l'ancienneté du salarié et de la taille de l'entreprise, et qui permet, à la lumière des expériences allemandes ou italiennes, entre autres, eh bien d'avoir un système plus efficace, plus sécurisé, ce plafond étant fixé au-dessus de la moyenne observée, et donc ne réduisant pas les droits des salariés, mais réduisant la volatilité observée des indemnités qui sont versées. Le plafond dont nous aurons à discuter ne concernant en rien les cas les plus graves de licenciement sans justification, nous aurons l'occasion d'y revenir, qu'il s'agisse du harcèlement ou d'autres motifs. Pour embaucher, il faut également de la stabilité, pour les salariés comme pour les entreprises. C'est l'objectif des dispositions majeures concernant la sécurisation des licenciements collectifs. Enfin, l'agilité, comme je l'évoquais, pour que le licenciement et la destruction d'emplois soient uniquement pour l'entreprise un dernier recours. Et nous l'avons trop observé dans notre économie, la rigidité qui existe parfois, l'incapacité qui est laissée à l'ensemble des acteurs et des partenaires sociaux sur le terrain de pouvoir s'adapter aux circonstances économiques lorsqu'elles sont plus difficiles, est l'une des explications de la plus grande destruction d'emplois en cas de difficulté économique. Je n'en veux pour preuve que l'année 2009, que je cite souvent pour illustrer ce qu'apporte l'agilité sur le terrain. La France a connu une récession 2 fois moins grave que l'Allemagne. 3% contre 6% en Allemagne. Nous avons détruit 7 fois plus d'emplois qu'en Allemagne. 7 fois plus d'emplois. Tout va bien? Non. Et donc, l'un des éléments déterminants de l'économie allemande, c'est sa capacité, par le dialogue social, et pas par une dérégulation échevelée, mais par le dialogue social, d'adapter précisément l'organisation du travail de l'entreprise pendant un temps donné pour éviter de détruire de l'emploi et des capacités productives. Et c'est ce qui est ici proposé en aménageant les accords de maintien dans l'emploi défensifs et en n'allant pas au-delà, à travers l'ensemble des mesures que le gouvernement a annoncées donc le 9 juin dernier et qui permettent d'étendre la durée des accords de maintien dans l'emploi défensif, d'en permettre précisément les aménagements selon l'évolution de la situation de l'entreprise et de revenir au texte même de l'accord des partenaires sociaux de janvier 2013 en ce qui concerne les modalités du licenciement de celui ou celle qui refuserait l'accord de maintien dans l'emploi défensif, je le rappelle, défini de manière majoritaire par un accord dans l'entreprise. Visibilité, stabilité et agilité, voilà les moyens de traiter vraiment au fond les problèmes qui rendent notre marché du travail si injuste et si peu efficace. Troisième axe, c'est une loi pour l'investissement. Vous le savez, notre croissance a redémarré, elle est encore trop fragile, trop faible, surtout elle est insuffisamment riche en investissements. Parce que c'est ces investissements, en particulier productifs, qui feront les emplois d'aujourd'hui et de demain. Rallumer le moteur de l'investissement privé, d'une part, c'est la première priorité, et c'est pourquoi cette loi traduit dans nos textes la mesure annoncée par le Premier ministre le 8 avril dernier, intégrée grâce au soutien de l'ensemble des groupes de cet hémicycle lors de la première lecture, et je veux à nouveau vous en remercier. Cette mesure offre aux entreprises la possibilité d'opérer un suramortissement de leurs investissements productifs pour toutes les entreprises, je veux ici le repréciser, et c'est un élément extrêmement important de cette avancée. Rallumer les moteurs de l'investissement privé, d'autre part, c'est secteur par secteur, redonner les moyens aux acteurs économiques d'aller plus vite en ce qui concerne l'investissement productif. Et c'est pour aller là aussi en ce sens et stimuler l'investissement privé que cette loi contient les mesures indispensables au déploiement à marche forcée du très haut débit sur l'ensemble de notre territoire.
Il en va de l'efficacité, du meilleur investissement et là aussi de l'égalité entre nos régions et nos départements. Et je dois ici reconnaître l'un des apports de notre discussion en première lecture devant la Haute Assemblée, puisque c'est le débat nourri, riche que nous avons eu sur la meilleure couverture en matière mobile comme en très haut débit, qui a permis une avancée substantielle en donnant plus de pouvoir à l'ARCEP en cas de non-respect par les opérateurs et qui nous a permis, à travers 2 réunions qui ont été successives et consécutives au débat et au vote en première lecture du texte devant la Haute Assemblée, bien d'obtenir pour la première fois une convention signée de l'ensemble des opérateurs et donc un engagement de ces derniers d'aller au-delà de la couverture des centres-bourgs en termes d'Internet mobile et de couvrir les 800 zones prioritaires que nous définirons au terme même de ce texte tel qu'il a été voté. C'est également pour stimuler un investissement privé que ce texte permettra d'abaisser les seuils de mise en concurrence pour les marchés de travaux autoroutiers et de rééquilibrer les contrats passés avec l'État. Là aussi, ce sont des dispositions que nous avons introduites devant votre Haute Assemblée en première lecture. Stimuler l'investissement privé, c'est intégrer également les dispositions nécessaires à l'augmentation de la production de logements intermédiaires. Le Sénat, là encore, avait renforcé ce dispositif en première lecture et je veux en rappeler l'importance. C'est toujours pour stimuler l'investissement privé que cette loi reprend les conclusions des travaux menés par le préfet du port et de ceux de la mission du sénateur Richard. Il s'agira de réformer la consultation du public, de favoriser une meilleure articulation des différentes procédures pour réduire significativement le temps nécessaire à la mise en œuvre d'un projet, d'un plan ou d'un programme. Enfin, pour poursuivre ces efforts d'investissement public, ce texte permet justement un arbitrage plus simple dans les participations de l'État, dont il peut se défaire à un prix plus favorable tout en préservant ses intérêts. Nous avons là aussi eu des débats nourris en première lecture. L'Assemblée nationale a d'ailleurs conservé les ajouts que vous aviez donc réalisés en première et votés en première lecture. Je pense notamment en ce qui concerne les privatisations des sociétés de gestion aéroportuaire. Le 4e axe prioritaire de ce texte, c'est précisément les TPE et les PME, qui sont dans le redémarrage économique et industriel qui est le nôtre, une priorité toute particulière, d'abord parce que ce sont les plus fragiles, aussi parce que ce sont celles et ceux qui créent le plus d'emplois. D'abord en donnant plus de visibilité, c'est la réforme que je viens d'évoquer en matière de justice prud'homale. Ce sont les TPE et les PME avant tout qui en bénéficieront. Ensuite, plus de simplicité avec 2 mesures phares, l'absence d'obligation de publication des comptes de résultats pour les entreprises de moins de 50 salariés et les modalités de recouvrement des petites créances. Ensuite, un meilleur financement. Cette loi permettra aux entreprises de se prêter entre elles directement sans recourir à une banque. C'est un élément de simplicité, c'est un élément utile pour les PME et les TPE, parce qu'on le voit bien, elles sont souvent, en particulier dans leur financement de court terme, entravées encore par certaines contraintes régulatoires du système bancaire. Et donc, dans un espace encadré, sécurisé, nous offrons ici d'autres perspectives de financement, ce qui est, je crois, l'un des apports de ce texte. Enfin, le 5e point que je souhaitais ici souligner, c'est une loi pour l'égalité des chances économiques. Et je le disais dans les tout premiers propos, il n'y a pas de bonne réforme économique qui se fasse aux dépens des uns ou des autres. Et ce texte est précisément un texte pour celles et ceux qui sont parfois le plus loin de l'activité ou les plus fragilisés par les rigidités de notre droit ou de nos systèmes. C'est donc d'abord une loi pour les jeunes, pour tous les jeunes diplômés des professions réglementées du droit, qui, demain, auront un accès plus simple à l'exercice de leur métier, plus simple. Nous y reviendrons dans le débat, sans doute peut-on encore faire mieux, mais je crois que nous venons ici lever des barrières qui existaient et qui sont attendues. Ces avancées nous permettront, je crois véritablement, d'avoir plus grande visibilité et un meilleur accès. Pour tous les jeunes en général, grâce à la réforme du permis de conduire, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a rétabli cette réforme avec l'accord du gouvernement, parce que nous estimons que toutes les dispositions doivent être prises pour que le temps de passage entre 2 examens ne dépasse pas 45 jours, en aucun point du territoire d'ici à 2 ans. Plusieurs mesures ont été déjà mises en œuvre. Cette loi permet d'aller beaucoup plus vite et de prendre des mesures très concrètes d'organisation de l'examen du code comme de l'examen pratique, qui sont des mesures attendues par nos jeunes sur les territoires.
l'extension d'ici fin 2007, je l'évoquais il y a un instant, de la couverture en téléphonie mobile, 2G mais surtout 3G, c'est un élément aussi absolument décisif pour l'égalité des chances économiques et pour les plus jeunes, là aussi, mais plus largement pour les territoires qui sont en attente de ces mesures. C'est une loi qui a introduit de la justice là où elle manquait. Elle établit un nouveau principe fondamental au droit dominical, je l'évoquais il y a un instant, celui de la compensation. On a beaucoup parlé de ce texte pour l'ouverture dominicale. On a insuffisamment rappelé que l'existence de l'accord ou du référendum pour les moins de 11 et le fait que partout la compensation devait être discutée et prévue est un apport de ce texte. Et c'est un apport de justice. C'est un apport de justice en particulier pour celles et ceux qui travaillent le dimanche. C'est enfin une loi qui rétablit l'égalité des chances économiques car elle lutte férocement contre le travail détaché illégal. Nous avions des premières mesures qui avaient été discutées en première lecture. Elles ont été amplement enrichies à la suite des annonces faites au début du mois par le Premier ministre, en permettant par exemple que les lieux d'hébergement puissent désormais être inspectés, surtout en rendant les donneurs d'ordre responsables des pratiques de leurs sous-traitants s'ils ne contribuent pas à les faire cesser. Ce sont des réformes attendues par nos concitoyens, ce sont des éléments d'égalité des chances économiques. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames, Messieurs les sénateurs, l'ensemble des points que je voulais ici rapporter à votre connaissance et éclairer. Ce texte a été enrichi lors de notre première lecture. J'ai rappelé plusieurs des éléments qui ont été préservés et confirmés par l'Assemblée nationale. Il a été enrichi dans le débat à l'Assemblée nationale essentiellement sur les points que je mentionnais en matière d'emploi. Nous partagerons des désaccords, nous partagerons aussi des accords. Je fais confiance aux rapporteurs pour cela, mais j'espère que nous aurons la même qualité de discussion qu'en première lecture. Cette nouvelle lecture est importante. C'est par vos améliorations que ce projet de loi en sortira encore enrichi afin d'être effectif dans les toutes prochaines semaines. Parce que maintenant, ce texte, je crois qu'il faut travailler collectivement à ce qu'il puisse devenir une réalité pour notre économie, une réalité pour nos concitoyens, afin précisément que tout ce dont nous avons longuement débattu puisse être mis en œuvre, car c'est ce qui est attendu et c'est ce qui, je crois, est utile. Je vous en remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Avant de donner la parole aux différents rapporteurs, j'ai une communication à vous faire. Monsieur le Président du Sénat a reçu de Monsieur le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi. En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du 25 juin dernier prennent effet. Je vous remercie. Donc, dans la discussion générale, la parole est maintenant à Madame Catherine Deroche, rapporteure de la commission spéciale. Bonjour Catherine. Bonjour. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Sénat avait abordé en première lecture ce texte dans un état d'esprit constructif, dans le sens de l'intérêt général, afin de donner une ambition réelle au travail de nos collègues députés en faveur de la croissance et de l'emploi. Vous aviez déclaré, Monsieur le Ministre, que la version définitive du projet de loi devrait, je cite encore, prendre en compte les débats qui se sont tenus au Sénat et les sensibilités qui s'y sont exprimées. Force est de constater que, sur les dispositions du volet social dont j'étais la rapporteure, cette parole est néanmoins trop souvent restée lettre morte. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de points de convergence entre députés et sénateurs. C'est notamment le cas sur le volet relatif à l'actionnariat et à l'épargne salariale. Ainsi, la commission spéciale a adopté conforme la création des sociétés de libre partenariat. Vous avez par ailleurs pris l'engagement formel de moraliser les pratiques des intermédiaires dans le cadre du dispositif ISF-PME. Nous avions introduit cette disposition à l'article 35 ter CA. Et au vu de vos propos, je n'ai pas souhaité la rétablir. Nous serons donc attentifs à votre action sur le sujet. Je regrette toutefois que sur l'assouplissement du pacte Dutreil, du dispositif Madelin, sur la revalorisation du plafond de l'ISF-PME, vous nous ayez opposé une fin de non-recevoir. Il en a été de même sur l'abaissement ciblé du forfait social, pourtant conforme aux propositions du COPIESAS. C'est pourquoi le texte de la commission spéciale
est identique au texte adopté par le Sénat en première lecture sur ces points. J'en viens maintenant au travail dominical. Nous avions adhéré à l'esprit de la réforme proposée et cherché à respecter 3 principes: le volontariat des salariés concernés, une large consultation locale et la garantie d'une réforme durable, effective et non virtuelle. Nous avions ainsi voté conforme la création des zones touristiques internationales et autorisé les commerces situés dans des zones dérogatoires à ouvrir le dimanche sur la base d'une décision de l'employeur approuvée par référendum dès lors que des contreparties, notamment salariales, étaient offertes. Sans ces modifications, il aurait été plus que probable que de nombreux commerces, notamment les grands magasins, seraient fermés le dimanche et l'effet d'affichage aurait été désastreux. De même, nous avions souhaité faire en sorte que des commerces qui peuvent ouvrir aujourd'hui le dimanche ne soient pas contraints de fermer demain. Je pense en particulier aux petits commerces situés dans les zones touristiques. Nous n'avons malheureusement pas été entendus par les députés dans ces domaines qui ont rétabli leur texte jusque dans les dispositions les plus improbables qu'il contenait, comme la consultation obligatoire des conseils municipaux sur l'ouverture dominicale des bibliothèques ou la déduction des jours fériés. En conséquence, la commission spéciale est restée fidèle à sa position initiale. Si le Sénat a globalement approuvé les autres dispositions du volet social du texte, comme le renforcement de la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs ou la sécurisation juridique des règles des plans de sauvegarde de l'emploi, nous avons en revanche un réel désaccord avec l'Assemblée nationale sur d'autres points, dont les 3 points suivants. Tout d'abord, nous maintenons notre refus d'une réforme par ordonnance des pouvoirs de l'inspection du travail, considérant que le Parlement devrait pouvoir exercer pleinement son contrôle sur ce sujet essentiel pour les entreprises et les salariés. Ensuite, la réforme du délit d'entrave, en conservant la peine de prison lorsqu'il porte sur la constitution d'institutions représentatives du personnel, demeure inaboutie et contraire aux engagements du Président de la République. Enfin, nous ne nous satisfaisons pas des timides assouplissements apportés par les députés aux accords de maintien de l'emploi, qui n'offriront pas aux entreprises françaises en difficulté une réelle flexibilité interne, pourtant gage de succès économique, comme le montre l'exemple allemand. Nous avions également cherché à avancer ensemble, Monsieur le Ministre, sur une évolution de la définition du motif économique de licenciement afin de sécuriser les entreprises et les parcours professionnels des salariés. Les députés sont restés sourds à ce besoin, de même qu'à la nécessité d'adapter l'encadrement des stages à la réalité des années de césure et des masters. Vous aurez compris, Monsieur le Ministre, une déception à l'égard de l'approche que je qualifierais de peu accommodante de l'Assemblée nationale, voire du gouvernement à l'égard du Sénat. Certains pourraient en être découragés et juger vains les efforts d'amélioration du texte qui ont été les nôtres depuis 3 mois. Ce n'est pas notre cas et nous vous démontrerons, mes collègues Dominique Estrosi Sassone et François Pillet et moi-même, la constance et la sagesse du Sénat. Merci, Madame le rapporteur. Madame Dominique Estrosi Sassone, rapporteure de la commission spéciale. Voilà, vous avez perdu. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, nous abordons cette nouvelle lecture du projet de loi Croissance et Activité avec un sentiment mélangé de satisfaction et de frustration. Satisfaction, car malgré l'échec de la commission mixte paritaire, nous constatons que les arguments avancés par le Sénat ont été à plusieurs reprises entendus par nos collègues députés. En conséquence, près de la moitié des 400 articles du projet de loi ont d'ores et déjà fait l'objet d'une adoption conforme. Et à l'issue de cette lecture au Sénat, nous devrions également trouver un accord sur un certain nombre d'autres articles. Malgré tout, frustration aussi, car pendant de longues heures dans cet hémicycle, Monsieur le Ministre, vous vous êtes parfois opposé aux avancées de la commission spéciale, alors que vous avez fait droit à ces mêmes idées lorsqu'elles étaient reprises par les députés. Avouez, Monsieur le Ministre, qu'il n'est pas toujours aisé de suivre les méandres de la pensée gouvernementale en fonction de la situation politique du moment. Nous eussions seulement préféré de votre part, Monsieur le Ministre, un peu moins de fétichisme à l'égard du texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture. Nos débats en auraient probablement été plus courts et l'élaboration de votre loi moins laborieuse et moins mouvementée. Mais, ma foi, ne nous plaignons pas trop, le temps de la démocratie est aussi celui de la maturation. Et vos revirements prouvent que la procédure législative, dont, paraît-il, l'apparente lenteur agace certains, nous permet d'œuvrer collectivement à l'amélioration de textes souvent imparfaits. De ce fait, sur ce projet de loi, le Sénat et particulièrement notre commission spéciale n'ont jamais choisi la voie de la facilité. Nous avons toujours étudié chaque sujet en profondeur. Nous aurions pu, mon collègue François Pillet l'a souligné à plusieurs reprises, supprimer des dispositions à tour de bras. Ce n'est pas le cas et lors de nos longs échanges en première lecture, vous avez appris à connaître l'état d'esprit dans lequel travaille le Sénat. En nouvelle lecture, nous avons conservé la même ligne de conduite. Vous noterez ainsi que nous n'avons pas exactement rétabli notre texte de première lecture. Là encore, nous nous sommes astreints à une analyse fine, prenant en compte les travaux des députés. Par exemple, en matière de mobilité, nous avons conservé l'avis conforme de l'ARAFER rétabli par l'Assemblée nationale. En revanche, nous ne comprenons toujours pas votre opposition à un seuil glissant de 200 km, pourtant recommandé par l'autorité de la concurrence. Il s'agit surtout d'une mesure de protection des relations ferroviaires de proximité. Il faut, sur ce point, que le gouvernement clarifie ses intentions. Vous refusez l'ouverture à la concurrence entre compagnies ferroviaires, mais vous acceptez cette même concurrence entre les trains et les autocars. Sachant que le rapport Duron préconise la fermeture de lignes, nous nous interrogeons sur votre vision du système ferroviaire français. Je m'étonne aussi du fait que le gouvernement veuille élever au niveau législatif des dispositions réglementaires, alors qu'il serait tellement plus rapide de prendre un décret. C'est la voie retenue par le gouvernement à propos de l'article 9 bis AA relatif au permis de conduire des Français de l'étranger. Un décret devrait y répondre prochainement. Vous vous y êtes engagé en commission spéciale. Alors pourquoi ne pas faire de même pour les mesures prévues, par exemple, à l'article 9 relative à la conduite accompagnée? S'agissant du volet commerce du texte, je note là aussi un rapprochement de vues avec l'Assemblée nationale. Celle-ci a confirmé la suppression de l'article 10, qui était pourtant dans le texte initial, relatif à l'avis de l'autorité de la concurrence sur les documents d'urbanisme. Elle a également modifié, dans un sens positif, l'article 10A sur l'encadrement des réseaux de distribution. En revanche, je regrette que vous n'ayez pas respecté le choix de la commission spéciale de l'Assemblée nationale et qui avait déjà été porté en première lecture au Sénat, de maintenir l'article 11 quater C sur la possibilité d'obtenir des lunettes sans ordonnance en faisant adopter un amendement de suppression lors de la procédure du 49.3, alors, et vous le savez très bien, Monsieur le ministre, que cela ne porte aucunement atteinte à la santé visuelle de nos concitoyens. En matière d'environnement, nous sommes désormais favorables à l'article 28 habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance. Nous avons bien avancé par rapport à la première lecture. Je dois enfin me féliciter que ce projet de loi contienne des dispositions ambitieuses en matière de numérique, et ce, principalement grâce au Sénat. Certes, le gouvernement vient de présenter un projet de loi numérique, attendu de longue date, mais lorsqu'il s'agit de zones blanches et grises, les territoires, Monsieur le ministre, ne peuvent plus attendre car leur développement économique en dépend. Au total, Monsieur le ministre, mes chers collègues,
Quand je regarde le chemin parcouru depuis janvier, je me demande si nos désaccords sont aussi irréconciliables qu'on veut bien le dire. D'ailleurs, Monsieur le ministre, peut-être y a-t-il moins de désaccords entre vous et le Sénat qu'entre vous et l'Assemblée nationale, Assemblée nationale humiliée par le Premier ministre par cette interdiction des débats. En première lecture, vous nous aviez invités, je vous cite, à ne pas réduire l'ambition de la réforme. De fait, nous vous avons démontré que nous sommes également animés du même désir, de la même volonté de porter des réformes ambitieuses qui aideront la France à retrouver le chemin de la croissance. En fin de compte, nous ne reprochons qu'une seule chose à ce texte, censé structurer la politique économique du quinquennat, c'est qu'il ne constitue pas une rupture aussi forte que nécessaire, et cela malgré un foisonnement de plus de 400 articles. Le gouvernement a dû faire acte d'une autorité sans précédent en dégainant par 2 fois le 49.3, mais au final, pour quelle mesure en définitive? Pour autoriser l'ouverture du transport par autocar? Pour faciliter au compte-gouttes le travail le dimanche? Plus grave encore, pour déstabiliser la profession notariale. Bref, des petits pas plutôt qu'un grand bond en avant. Pour notre part, nous estimons que nous devons aller plus loin, mener des réformes structurelles, plus audacieuses, courageuses et nécessaires pour notre pays. Monsieur le ministre, le courage paie en politique et il peut être compris par nos concitoyens. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter le texte que vous présente la commission spéciale. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à François Pillet, rapporteur de la commission spéciale. Oui. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, chers collègues rapporteurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Monsieur le Ministre, ici ou ailleurs, de multiples observateurs ou experts s'interrogent encore sur la place prise dans votre projet par les dispositions concernant l'activité des professions juridiques, de certaines juridictions, du droit des sociétés, du droit des procédures collectives, des prérogatives gouvernementales transférées à l'autorité de la concurrence. Cette énumération n'est d'ailleurs pas exhaustive au regard de l'exubérante variété des domaines abordés. Votre objectif, tel que vous l'avez à de multiples reprises justifié, passe-t-il par ces chemins inattendus, peu fréquentés par les entreprises productrices de richesses partageables? Les professions dont l'activité consiste à mettre en œuvre le droit participent à la vie économique, mais il ne viendrait pas à l'idée de quiconque de soutenir qu'elles en sont les moteurs. Elles ont une mission essentielle, celle de devoir sur l'ensemble du territoire, au plus près de nos concitoyens, assurer la force et la stabilité des règles qui bâtissent notre société et harmonisent son fonctionnement. Parmi elles, les professions justement appelées réglementées, parce qu'entièrement soumises dans leur nombre, dans leur champ de compétences, dans leurs tarifs, au ministère de la Justice, se voient accusées de ne pas avoir été aussi sous le ministère ou la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. En sont-elles responsables et ont-elles été coupables de nuire au pouvoir d'achat quotidien, voire annuel, voire décennal du citoyen? Les autorités, fussent-elles proclamées indépendantes, ne sont pas légitimes à limiter, ou pire, à entraver l'expression des pouvoirs du gouvernement. Elles émettent des avis simples et rendent des décisions encadrées par des procédures contradictoires et susceptibles de recours. Qui peut seul prétendre décider de l'opportunité, de la régularité et de la loyauté de la concurrence? Voulez-vous, Monsieur le Ministre, réellement écouter nos réserves et entendre nos propositions? À titre personnel, je ne pense pas que, selon les termes de notre Président de la République, je cite, « le 49.3 est une brutalité ».
Je cite le 49.3 est un déni de démocratie. Mais je vérifie, comme notre président de la République que je cite encore, le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire. Il est très important que nos concitoyens constatent à cet instant et se souviennent que ce procédé ne peut pas être infligé au Sénat, qui est le seul maître de ces textes. C'est au passage un des indiscutables exemples de la protection que le bicamérisme confère au fonctionnement des démocraties. À réception du projet non voté par l'Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a entamé l'examen des dispositions qu'il contenait. Avec le souci de respecter notre système juridique et ses principes fondamentaux, en partageant vos objectifs tels que développés dans vos propos, avec la volonté de les atteindre et de les renforcer. Encouragés par vos engagements, nous avons, au terme de nombreux échanges avec tous les professionnels concernés et d'un travail minutieux, amendé, enrichi votre projet, qui n'a pas été rejeté par le groupe socialiste du Sénat. Sous réserve de quelques corrections que la commission permanente aurait certainement pu effectuer, votre gouvernement aurait pu dégager une large majorité à l'Assemblée. Or, pour la deuxième fois, votre projet non débattu et non voté par l'Assemblée nationale, 1. nous revient sans que les règles d'installation sur notre territoire des professions réglementées soient définies avec précision et réservées au seul pouvoir du gouvernement. Exemple, les ministres ne pourront pas prendre une autre décision que celle dictée par l'autorité de la concurrence. 2. nous revient sans que l'accès à ces professions soit garanti par des niveaux de compétences et de responsabilité nécessaires. Exemple, les nouvelles conditions d'accès aux professions d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires. 3. nous revient sans que les modifications des dispositions tarifaires libèrent un espace pour l'installation de nouveaux professionnels et en allègent le coût financier. Exemple, votre refus réitéré de faire en sorte que les fonds obtenus dans le cadre d'une péréquation puissent être utilisés pour indemniser les professionnels en place et décharger les nouveaux installés, a priori les jeunes, de ce fardeau financier. Pour la deuxième fois, votre projet, toujours non voté par l'Assemblée nationale, nous revient. 1. Avec, dans une optique de dérégulation sans frein, la possible création de sociétés interprofessionnelles propres à susciter, au grave préjudice des justiciables, perte d'indépendance, atteinte au secret professionnel, conflit d'intérêts. 2. Avec un nouveau fonds de péréquation interprofessionnelle, inégalitaire dans le rôle qui lui est assigné en matière d'aide juridique, et totalement déséquilibré dans son financement, assuré, ça nous revient de l'Assemblée nationale, par une nouvelle taxe. Avec, troisièmement, dans la gestion des données du registre du commerce, au contraire, le maintien d'une taxe inutile, la solution réfléchie par le Sénat, parfaitement conforme à vos objectifs, n'ayant pas, curieusement, été maintenue. Pendant son passage devant les députés, vous avez retenu à juste titre certaines propositions du Sénat qui permettront, par exemple, aux juridictions commerciales de poursuivre le travail considérable qu'elles effectuent sans frais pour le budget de l'État. Vous avez retenu différentes constructions juridiques plus compatibles avec notre Constitution ou les conventions et les traités européens. Toutefois, tous les risques en ce domaine ne sont pas écartés au regard des différentes dispositions que vous avez, en revanche, maintenues ou réintroduites. Constant dans son attitude, le Sénat ne cessera pas, cette discussion générale achevée, de rechercher le dialogue avant que ce soit s'exprime. Mais êtes-vous réellement dans le même état d'esprit? On ne cesse de tous côtés de clamer que notre pays a besoin de réformes. Si nous ne nous entendons pas tous sur le contenu de celle-ci, au moins pouvons-nous éviter l'illusion de la réforme lorsque celle-ci porte précisément en elle la nécessaire révision de ses excès et de ses insuffisances. Voyez, l'encre à peine sèche, la loi Allure, la loi d'économie sociale et solidaire, la loi consommation ont vu leurs très récentes dispositions rediscutées, revues, corrigées. À l'image de ces textes, en raison des profondes déficiences de son élaboration, votre loi suscitera une très prochaine impérieuse correction. Monsieur le ministre, incontestablement, vous aimez le dialogue, mais comme on aime l'art pour l'art, nous vous proposons courtoisement de reporter ce divertissement à d'autres rencontres et, dans cet hémicycle, de privilégier les heures qui viennent à l'examen de véritables et justes mesures pour favoriser la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Merci, Monsieur Pillet.
La parole est à Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais aborder dans les quelques minutes qui me sont consenties la procédure et le fond. Un mot d'abord sur la procédure. Nous sommes ici en nouvelle lecture. L'Assemblée nationale, ensuite, en lecture définitive, n'aura le choix qu'entre reprendre nos amendements ou adopter son texte de nouvelle lecture. Elle n'aura plus la faculté d'amender. C'est dire, Monsieur le Ministre, que cette lecture devant le Sénat est sans doute la dernière étape où le texte peut et doit encore évoluer. Notre travail législatif se doit satisfaire à cette contrainte procédurale. Nous devons nous attacher pour l'essentiel à amender en ayant à l'esprit que ces amendements pourraient ou non être repris à l'Assemblée nationale. Nous aurons sans doute à cœur de nous concentrer sur les dispositions nouvelles, adoptées donc en nouvelle lecture par les députés, pour beaucoup à contretemps, après une CMP qui n'a échoué que parce qu'elle était située avant le congrès de Poitiers et parce que les frondeurs ne pouvaient accepter le principe même d'un accord, fût-il partiel, avec le Sénat. À bien des égards, cette nouvelle lecture devant le Sénat est utile. Chacun sait que le texte transmis par l'Assemblée nationale l'a été sans vote et que cette fois, nos collègues députés ne l'ont même pas examiné en séance. Le Sénat sera la seule assemblée à avoir examiné et voté ce texte, même si le texte voté ici sera bien différent des intentions du gouvernement. C'est, je crois, salutaire et la démocratie parlementaire en sortira gagnante. Ce disant, je ne suis pas sûr que la procédure utilisée à l'Assemblée nationale ait grandi la démocratie parlementaire. Nous comblons, je crois, ici une attente de débat parlementaire. Cette lecture est donc salutaire. Cette nouvelle lecture devant la Haute Assemblée est aussi utile car, entre le texte arbitré en commission, parfois laborieusement, mais c'est légitime à l'Assemblée, et le texte soumis au vote d'une Assemblée, il y a logiquement des améliorations juridiques à apporter et l'Assemblée nationale en a été privée par l'absence de séance publique plénière. Il y a donc un travail légistique majeur que nos excellents rapporteurs ont pu faire. La loi en sortira renforcée dans sa précision et dans sa force. Là où nous avons pu constater des accords, en 2 mots, avec l'Assemblée nationale, nous l'avons fait et c'est l'objet d'une centaine d'articles que nous avons votés en commission conforme. Cela a été possible car l'Assemblée a fait un pas vers le Sénat, un pas substantiel mais insuffisant. C'est là que j'en viens au fond. Sur bien des articles, nous sommes revenus à la version adoptée par le Sénat en première lecture car nous avons à regret constaté que les appels au dialogue lancés par le Sénat n'ont pas été entendus ou en tout cas pas suffisamment. Il y a bien sûr aussi des différentes approches politiques et c'est légitime. Nous ne referons pas ici les débats de la première lecture, ce serait de toute façon vain. Quand même, vous dirais-je, nos regrets sur les notaires et plus globalement sur les professions réglementées, pour lesquelles vous persistez, Monsieur le Ministre, à avoir une approche dogmatique. Monsieur le Ministre, il est temps de débloquer la situation, même un peu. Après, vous resterez comme celui qui a déréglé tout un secteur de l'emploi et de l'activité. Sur les accords de maintien dans l'emploi et le droit du travail, nous passons à côté d'une adaptation nécessaire et utile à l'emploi. Qui faut-il croire? Le ministre qui dit sagesse à la prise en compte de la situation du secteur d'activité dans la définition du licenciement économique ou les députés de votre majorité qui refusent cette avancée? On pourrait s'étonner de ce mystère français que constitue notre incapacité à nous réunir pour l'essentiel, de cette curiosité française qui fait que le pays ne parvient pas à accepter les règles de l'économie de marché et en tirer les conséquences de la mondialisation comme de la numérisation de l'économie. Le tempo même de votre travail de réforme parle. Il y a curieusement un avant et un après Poitiers. Ce qui n'a pas été possible en CMP l'a été pour partie après. On pourrait soutenir que vous êtes contradictoire, désordonné et parfois compulsif. Surtout, on peut vous reprocher cette marche en avant qui utilise la marche en arrière si souvent qu'on ne voit plus en quoi vous avancez. J'ai entendu le Premier ministre annoncer la stabilité du CICE et du CIR et je l'en ai félicité, c'était au Salon du Bourget. Mais j'entends le président de l'Assemblée nationale, il est vrai en campagne, soutenir exactement le contraire. Comment soutenir la croissance, débloquer les freins à l'adaptation dans ce contexte précisément? Ni dans le texte Rebsamen, ni ici, il n'y a les promesses libérales annoncées par M. Valls derrière cette formule « j'aime l'entreprise ». Il faut vous reconnaître une circonstance atténuante. Vous avez une majorité à l'Assemblée qui vous contraint et minore vos velléités.
Ainsi, M. Macron est peut-être le Potemkin de la politique libérale du gouvernement. Derrière la façade, peu de choses. En cela, Monsieur le ministre, les frondeurs sont injustes avec vous, ils vous critiquent, mais pour si peu. Au contraire, la Commission, et j'en remercie chacun des membres, s'est attachée à redonner un cap à ce texte. Je souhaite que les débats enrichissent encore le travail du Sénat. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean-Pierre Bozino pour le groupe communiste républicain et citoyen. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames, Monsieur le rapporteur, nous allons donc examiner en deuxième lecture un texte qui n'a jamais trouvé de majorité de gauche pour le soutenir. À l'heure où le gouvernement grec a fait le choix de mettre entre les mains de son peuple, par voie référendaire, les décisions majeures que le pays va devoir prendre, nous ne pouvons que dénoncer le déni de démocratie s'agissant de ce projet de loi. Déni de démocratie d'abord parce que celui-ci se situe à l'opposé du mandat qui avait été donné en 2012 à François Hollande par nos concitoyens. C'est vieux, mais c'est toujours présent. Déni de démocratie ensuite parce que ce texte n'a pas été élaboré en lien avec les forces sociales, syndicats et associations qui font la richesse de notre pays, mais contre eux. Déni de démocratie enfin, parce que ce texte, qui veut révolutionner entre guillemets notre économie, n'a pu être voté par l'Assemblée nationale, bâillonnée par le 49.3. S'agissant du texte, ces derniers jours, notre pays a vécu de violents affrontements entre les chauffeurs de taxi et ceux d'Uber Pop. Si je fais ce détour par ce sujet d'actualité, c'est qu'il incarne parfaitement le débat qui traverse notre société et qui se cristallise dans votre projet de loi. Qu'est-ce donc qu'Uber Pop sinon une volonté de casser le droit social, d'institutionnaliser la fraude fiscale et d'instaurer une concurrence sauvage en nivelant par le bas les conditions de travail. Sans statut légal, sans protection sociale ni la moindre retraite, chacun serait libre de travailler 15 heures par jour jusqu'à la fin de ses jours en bon prestataire de services, rémunéré à la tâche. Voilà ce que défend l'entreprise Uber Pop au nom d'un ultralibéralisme décomplexé, et il faut espérer que les procédures qui ont été engagées iront au bout. Or, cette logique qui anime le texte que nous débattons aujourd'hui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, c'est cette logique qui est dans le texte que nous débattons aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle la droite sénatoriale s'y reconnaît si bien au final. Le désaccord que nous entretenons avec votre politique, Monsieur le Ministre, vous le savez, n'est pas une posture. Nous refusons la logique et l'idéologie qui vous animent. Nous refusons une société où l'intermittence serait érigée en modèle social et le salariat réservé à une élite talentueuse, pour reprendre les propos de M. Attali. Nous ne croyons pas que l'on puisse librement travailler de nuit ou le dimanche quand on en connaît les conséquences sur la santé, les relations sociales et familiales. Nous sommes convaincus, et c'est faire preuve de réalisme, que les salariés qui ne souhaitent pas travailler le soir et le dimanche y seront de toute façon contraints pour conserver leur emploi. Comment croire enfin que faciliter les licenciements individuels et collectifs pourra enrayer le chômage et relancer notre économie? Les politiques de flexibilisation et de réduction du prétendu coût du travail se succèdent depuis 30 ans sans aucun effet positif sur l'emploi. Ce que vous proposez, à la grande satisfaction de Pierre Gattaz, il l'a dit, c'est une précarité généralisée, une remise en cause du Code du travail, mais aucune mesure de relance, réellement, aucun élément d'amélioration des conditions de vie et du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ainsi, le texte prévoit désormais le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif. Cela marque la fin de la possibilité pour chaque salarié d'une réparation intégrale de son préjudice, ce qui est pourtant un principe fondamental du droit. Plus encore, c'est tourner le dos à la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, que la France a pourtant ratifiée,
ou au principe de la réparation intégrale du préjudice de la Convention européenne des droits de l'homme. Pire, vous justifiez cette mesure en vous appuyant sur les contre-vérités répandues par la droite en particulier, qui voudrait que la France connaisse un recours excessif aux procédures judiciaires ou qu'il y aurait du contentieux, trop de contentieux prud'homal. Pour reprendre les mots du syndicat des avocats de France, bienvenue dans un monde de violations programmées des règles du droit, du licenciement fondé sur la promesse paradoxale et mensongère que moins sanctionner les licenciements abusifs créera de l'emploi. Mais ces reculs se constatent dans bien d'autres domaines. En effet, comment croire que l'instauration de lignes de cars privées est une mesure de progrès alors qu'elle est destinée, vous l'avez dit vous-même, aux jeunes de conditions modestes et que dans le même temps seront supprimés nombre de trains d'équilibre du territoire. Par ailleurs, le projet de loi renonce encore davantage à toute politique industrielle et rompt définitivement avec l'État stratège. Après la privatisation des aéroports, vous avez récemment annoncé la cession de 0,9% du capital d'Engie, soit 372 millions d'euros d'actions pour réduire le déficit public et, soi-disant, investir dans les secteurs porteurs. Chaque année, les participations de l'État génèrent 4 milliards d'euros de dividendes à notre pays. Le PLF pour 2015 prévoyait 4 milliards d'euros de cession sur les 110 milliards d'actifs de l'État, mais vous avez décidé d'aller encore plus loin. Dans le même temps, vous confirmez et renforcez le principe des actions gratuites. En d'autres termes, et pour terminer, rien dans ce projet de loi ne peut obtenir le soutien du groupe communiste républicain et citoyen au nom des vraies valeurs de gauche que nous défendons. Nous n'avons pas la même définition des mots équilibre et contrôle. Lors de la première lecture, je conclus, nous avons cherché à mettre en avant des propositions alternatives, à montrer qu'une autre politique est possible. Nous abordons cette nouvelle lecture dans le même état d'esprit, en espérant trouver un écho parmi celles et ceux qui, dans cette Assemblée, entendent agir pour plus de justice sociale et d'efficacité économique. Plus que jamais, nous voulons faire émerger une autre société où l'économie sera mise au service des femmes et des hommes de ce pays, à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui. Merci. Monsieur Jean-Claude Requier, pour le groupe RDSE, a maintenant la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons donc pour la dernière étape de ce tour qui aura été un véritable marathon législatif. Vous connaissez désormais la position nuancée du groupe RDSE sur les projets de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. On peut avoir des désaccords de fond avec l'auteur de la loi Macron, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir ménagé ses efforts, ni sa présence, ni d'avoir manqué d'audace. Nous reconnaissons et louons l'initiative d'un texte ambitieux qui cherche à faire bouger les lignes et sortir de l'immobilisme pour aller dans la bonne direction, la seule qui vaille pour notre pays, retrouver la croissance et dégager des marges de manœuvre à tous les niveaux de notre économie. Certaines de nos propositions, adoptées en première lecture, ont été maintenues, notamment en matière de vie des entreprises ou d'urbanisme, comme par exemple l'élargissement de la composition de la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Ensemble, nous contribuons à simplifier la vie de nos concitoyens et à débloquer notre économie. À la fin de la première lecture, la Haute Assemblée est parvenue, sous l'égide du rapporteur et de ses membres de la commission spéciale, à un texte de meilleure facture que celui issu de l'Assemblée nationale. Cela démontre, une fois de plus, la qualité du travail sénatorial, même si cela n'a pas suffi à faire aboutir la commission mixte paritaire. Échec peu surprenant, il est vrai. Cependant, au terme de 6 mois de travaux législatifs, des points cruciaux restent en discussion. Je pense en particulier au chapitre sur les professions réglementées sur lequel le président Jacques Mézard s'est beaucoup investi et qui constitue à nos yeux probablement la partie la plus discutable du projet de loi. Notre position dans ce domaine n'a pas varié. Nous restons plus que réservés sur les principales dispositions qui risquent de dénaturer l'exercice de ces professions
et de les éloigner de leur mission d'intérêt général. Nous sommes, vous savez, Monsieur le ministre, des fantassins de l'ancrage territorial. Nous estimons que les avocats, notaires, huissiers et autres greffiers des tribunaux de commerce ont un rôle essentiel à jouer dans le maillage et l'animation des territoires. C'est pourquoi nous nous inquiétons, dans un vieux réflexe humaniste, de l'ascendant que ce texte donnerait au monde du chiffre sur le monde du droit. Bouleversement qui va de pair avec une vision pas trop technocratique et parisienne des choses, à laquelle vient s'ajouter une influence de plus en plus forte du système anglo-saxon. Nous continuons de déplorer les mesures adoptées sur la liberté d'installation des avocats qui risquent de renforcer les déserts juridiques et d'entraîner une perte de matière grise, notamment dans les territoires ruraux ou hyper-ruraux, qui, une nouvelle fois, seront les premières victimes. La postulation de jeunes avocats aux tribunaux de grande instance préserver cet équilibre et nous regrettons sa remise en cause. Cette nouvelle lecture est l'occasion de défendre haut et fort nos positions dans ce domaine. Nous avons également quelques réserves à formuler sur le poids donné à certaines autorités administratives indépendantes, en particulier à l'autorité de la concurrence, qui se voit confier, selon nous, trop de prérogatives avec un contrôle bien trop insuffisant. La déréglementation des transports est un sujet d'inquiétude supplémentaire dans la mesure où elle favorisera les régions dotées des meilleurs atouts au détriment des territoires plus ruraux et enclavés. Enfin, certains membres de notre groupe maintiennent leurs fortes réserves sur la réforme de la justice prud'homale et plus généralement sur celle du droit du travail. C'est pourquoi nous défendrons de nouveau nos amendements sur tous ces points. En première lecture, la majorité des membres de notre groupe a jugé sage de s'abstenir. À l'issue de cette nouvelle lecture et en fonction de la tournure qu'auront pris les discussions, nous prendrons notre décision et espérons très sincèrement pouvoir nous prononcer en faveur du nouveau texte. Monsieur le ministre, si, comme je l'ai dit dans le texte initial de la discussion, si dans le Macron tout n'est pas bon mais tout n'est pas mauvais, il peut encore être amélioré. Merci, Monsieur Requier. La parole est à David Rachlin pour 3 minutes. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on pourrait se demander pourquoi un tel empressement à faire adopter ce texte de loi au point de recourir par 2 fois au 49.3, montrant par là l'absence de soutien dans votre propre majorité et montrant également le peu de considération que le Premier ministre fait du débat parlementaire et du débat démocratique en général. Déjà que l'Assemblée nationale est loin de représenter l'ensemble des Français, alors si en plus le gouvernement la muselle, c'est bien beau de donner des leçons de républicanisme et de démocratie à tout bout de champ, mais il s'agirait déjà de les mettre en pratique. Alors vous nous dites que la discussion a été longue, normal dans un texte fourre-tout dans lequel on mélange tous les sujets qui mériteraient chacun un texte dédié. Vous nous dites que les Français veulent qu'on aille vite. Sur ce point, je ne suis pas sûr que vous ayez bien compris le message des Français lors des dernières élections. S'ils veulent qu'on aille vite, ce n'est pas vraiment dans cette direction. Pourquoi aller si vite d'ailleurs? Peut-être est-ce pour que les enfants du Premier ministre puissent utiliser les nouvelles lignes d'autocar pour leurs vacances plutôt que les avions de la République. Plus sérieusement, en réalité, la seule et unique raison qui vous pousse, Monsieur le ministre, à aller vite, c'est parce que l'on vous demande d'aller vite. Et ce « on » n'est absolument pas les Français, comme vous essayez de le faire croire. Ce « on » est bien connu. Il s'agit évidemment de la Commission européenne. En effet, vous avez en quelque sorte mis l'adoption de ce texte en gage. Vous l'avez promis à la Commission européenne pour qu'elle soit conciliante avec la France sur ces dérapages budgétaires. Ces mesures sont donc dictées par la vision libérale, mondialiste, que l'Union européenne tente de nous imposer depuis des décennies, et ce, malgré voire contre l'avis des peuples. Dois-je vous rappeler que nous fêtons cette année les 10 ans du non des Français au référendum sur la Constitution européenne, dont non bafoué par M. Sarkozy et le Parlement, une des plus grosses atteintes à la démocratie dans l'histoire moderne. Il faut reconnaître dans une loi fourre-tout, on peut toujours trouver des aspects positifs. Mais globalement, ce texte représente le modèle de société que l'Union européenne veut imposer aux peuples des nations d'Europe. Et la grande majorité de ces mesures sont au service de l'économie et des financiers et non au service du bien commun et des hommes.
Mesures qui accroissent la financiarisation de notre société, de notre économie et de notre droit. Je pense aux professions réglementées auxquelles vous imposez le modèle anglo-saxon. Mesures qui affaiblissent les services publics. Je pense à l'ouverture à tout va des lignes d'autocar, ce qui, soit dit en passant, n'est pas très écolo, concurrençant ainsi les lignes SNCF payées depuis des décennies par les Français, mais aussi à la privatisation des sociétés de gestion des aéroports, eux aussi financées par les contribuables. Mesures qui accentuent le consumérisme illimité et détruisent les commerces de proximité. Je pense à l'ouverture dominicale. Non, Monsieur le Ministre, ce n'est pas en envoyant les Français dépenser dans des magasins l'argent qu'ils n'ont pas, pour de surcroît acheter des produits fabriqués à l'étranger la plupart du temps, que vous allez améliorer le vivre ensemble et la cohésion sociale. Encore plus grave, mesures qui restreignent encore un peu plus notre souveraineté et notre indépendance. Je pense au désengagement de l'État du groupe Nexter pour réaliser la fusion avec l'allemand KMW, marquant ainsi la fin de notre indépendance en matière d'industrie et de défense. J'en termine. Ce texte, et c'est sans doute pour cela que vous avez dans votre camp du mal à trouver des parlementaires pour l'adopter, est une soumission à la vision ultralibérale et financière que veut nous imposer l'Union européenne. Alors certes, ce ne sont pas encore les grandes mesures rêvées par Bruxelles, mais ce sont les prémices de la grande politique, je suis en train de conclure, de la grande politique de soumission à Bruxelles qui demandera des sacrifices toujours plus importants aux Français, dont l'ultime objectif est de faire disparaître notre modèle social, notre histoire, notre souveraineté, bref, de faire disparaître la nation française. Merci. Madame Nicole Bricq a maintenant la parole pour le groupe socialiste et républicain. Voilà, je vous cherchais. Madame la Présidente, Madame Bricq a la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Ministre, Mesdames et Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission spéciale, chers collègues, le projet de loi que vous présentez revient au Sénat au moment où l'attention est mobilisée sur le sort de la zone euro et l'opinion quelque peu meurtrie par une nouvelle vague d'attentats. Peu s'intéresseront à nos débats sénatoriaux et pourtant nous allons faire notre travail de parlementaires. La question est de savoir quel travail allons-nous faire. Faut-il rappeler que cela fait bientôt 6 mois que nous débattons de ce texte, que nous avons examiné des milliers d'amendements et donc il faut avancer. Il n'est que temps d'amplifier une reprise qui est là, même si elle est modeste, mais réelle, une consommation qui tient, un très léger mieux concernant l'investissement et surtout des marges des entreprises qui remontent très significativement. Le pacte de responsabilité commence à porter ses fruits et donc ce n'est pas le moment de temporiser. D'autant que le texte qui revient de l'Assemblée nationale a été bien travaillé par la commission spéciale des députés. Et sur certains points importants, à partir du texte du Sénat, des compromis ont pu se dégager, des solutions ont pu être trouvées. Et je veux en citer quelques exemples. L'open data dans les transports, issu du Sénat, a été amendé à l'Assemblée nationale sans remise en cause sur le fond. L'amendement de la rapporteure, Madame Estrosi Sassone, relatif aux cessions de fréquences, a été rétabli par amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale. Un compromis a été trouvé pour les réseaux de distribution qui satisfait les groupes coopératifs. Madame la rapporteure, vous avez souhaité ce matin en commission spéciale aller plus loin, en donner droit aux revendications des franchisés. Je le comprends, mais je crains que cela ne survive pas à la lecture de nos collègues députés. Je le comprends, je le partage, mais il faut tenir compte aussi de la volonté de nos collègues et l'assumer comme telle. C'est une revendication catégorielle. Le débat parlementaire, autre exemple, a permis de clarifier la solution initialement proposée en matière d'injonction structurelle. Le volet numérisation a été enrichi à partir du travail sénatorial et le ministre a tenu l'engagement qu'il a pris ici, devant nous, un matin au Sénat. Il a convoqué les opérateurs. Ceux-ci se sont engagés par convention à couvrir les zones blanches au-delà des villes centres-bourgs. Ce sont des investissements qui sont programmés à hauteur, je veux le rappeler, de 800 millions d'euros.
Dans le domaine des professions du droit, pour tenir compte des exigences du Sénat, des garanties nouvelles ont été apportées aux sociétés interprofessionnelles sous forme d'une sorte de droit de veto pour chaque membre représentant une profession dans les conseils d'administration. Et pour les tribunaux de commerce spécialisés qui nous avaient opposés, l'Assemblée a tenu compte des rédactions adoptées au Sénat et des préoccupations exprimées par les juges consulaires. S'agissant des notaires, et comme le ministre l'avait annoncé, le système des remises a été revu, même si le caractère fixe pose encore problème à la profession, et celle-ci, c'est très important, ne conteste plus le principe de la taxe, mais ses modalités et notamment son assiette ne fait pas consensus. L'Assemblée a repris l'amendement relatif, ça aussi c'est très important, aux moteurs de recherche et a encadré les plateformes. C'était, rappelez-vous, l'amendement Google. Et Madame la rapporteure l'a complété ce matin, la rédaction de l'Assemblée nationale. Nous aurons une discussion puisque Madame Morin-Desailly, présidente de la Commission culture, présente sa propre version. Nous aurons cette discussion. À la suite des propositions du rapport de la députée d'Ombre-Coste, des améliorations conséquentes ont été faites pour le droit d'information des salariés en cas de reprise. La commission spéciale n'a rien trouvé à redire à la formulation qui nous arrivait de l'Assemblée nationale. Et le gouvernement a su intelligemment régler le sort de la disposition introduite par notre collègue César sur la publicité au sujet des boissons alcoolisées. Le rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale ouvre la possibilité aussi pour les établissements de moins de 11 salariés de recourir à une consultation auprès des salariés avec les contreparties prévues pour le travail dominical. La discorde au sujet du compte pénibilité s'est éteinte en début de mois de juin, ici même, avec les dispositions introduites dans le projet de loi dialogue social que nous venons de discuter encore pour la conclusion, à la suite du rapport Sirug-Huot. Dans le même temps, le 9 juin, le Premier ministre a présenté des mesures pour développer l'activité des TPE et des PME. Certaines des dispositions adoptées en commission spéciale à l'Assemblée nationale ont été suivies par la majorité sénatoriale. C'est le cas du dispositif relatif aux indemnités de licenciement en cas d'absence de cause réelle et sérieuse. Le Sénat a introduit au départ le plafond des indemnités à 12 mois de salaire, quelle que soit la catégorie d'entreprise. Sur initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a pris en compte les deux critères, ancienneté et taille de l'entreprise, et a introduit un plancher et un plafond suffisamment haut pour que les salariés puissent y trouver ce qu'ils pouvaient rechercher, de la visibilité en même temps que les chefs d'entreprise. Et je veux citer aussi la lutte contre les fraudes au détachement, afin de garantir les pratiques concurrentielles loyales, a fait l'objet d'une approbation par la commission spéciale du Sénat. Je veux souligner une très importante avancée du droit. Le donneur d'ordre sera désormais réputé responsable des infractions éventuelles de ses sous-traitants. C'est extrêmement important. Aussi, avons-nous été surpris, après cette liste, qui n'est pas exhaustive, mais j'ai pris les éléments principaux, nous avons été surpris d'une certaine obstination des rapporteurs à revenir encore à leur position de départ. Madame la rapporteure Estrosi Sassone, croyez-vous que les plus modestes de nos compatriotes et les jeunes vont se mobiliser pour le kilométrage entre deux arrêts de car? Non, bien sûr que non. Ils veulent voyager librement et le moins cher possible et le plus vite possible. Madame la rapporteure de Roche, croyez-vous que vous agissez sincèrement pour la croissance et l'attractivité quand vous démolissez l'équilibre de la position du gouvernement sur le travail du dimanche? Vous bloquez tout en réintroduisant la décision unilatérale de l'employeur, non seulement pour les, comme vous l'aviez fait en première lecture, en dessous de 11 salariés, mais pour tous les commerces. Vous généralisez la disposition. Quant à monsieur le rapporteur Puy, il réécrit les articles relatifs aux professions réglementées et avec une certaine application, il n'hésite pas à reprendre des amendements qui n'ont pas survécu à la première lecture, alors qu'il utilise cet argument vis-à-vis de ses collègues
à leur encontre collègues qui reviennent à la charge pour la deuxième lecture des amendements qui n'ont pas été acceptés en première lecture. Alors, je vous l'ai dit en français ce matin, mais je vais vous faire plaisir, je vais vous le dire en latin. Nemo auditur propriam turpidinem allegans. Vous la connaissez. Par cette attitude, les rapporteurs prennent un double risque, celui de débordement de la majorité sénatoriale sur des points politiquement sensibles. Oui, monsieur Retailleau, je vous vois attentif. Comme les seuils sociaux, et j'ai vu qu'il y avait des amendements de collègues de la majorité sénatoriale. Et encore une fois, le compte pénibilité, ça ne suffit pas, il faut encore en faire plus. Donc c'est le risque de débordement, on a vu ça en première lecture, et puis aussi celui d'une majorité improbable, unissant des contraires. Je pense au permis de conduire, par exemple. Nous avons vu tout cela en première lecture. Pour finir, mes chers collègues, le groupe socialiste n'a déposé aucun amendement. Le gouvernement non plus. Nous avons la volonté de privilégier l'essentiel, c'est-à-dire accélérer la croissance avec l'application de ce texte pour rentrer dans la vie réelle et restaurer la confiance. Alors, la majorité sénatoriale, cet argument a été utilisé à plusieurs reprises, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se réfugiant derrière l'utilisation du 49.3 à l'Assemblée nationale. C'est vraiment nier le travail de nos collègues. J'ai là le document qui retrace le travail de nos collègues députés en commission spéciale. Il fait plus de 400 pages. Et donc, on ne peut pas dire que ce texte n'a pas été en deuxième lecture à l'Assemblée nationale travaillé. Alors, vous avez appelé, monsieur le rapporteur Pilet, à l'esprit de réforme et vous avez déploré que des lois successives modifient. Je voudrais vous rappeler, Montesquieu, dans l'esprit des lois, la loi se restaure elle-même. Et je voudrais aussi vous rappeler le précédent que quelques anciens ont vécu ici, celui de la réforme de la taxe professionnelle. Elle a été, dans une loi de finances, réécrite 4 fois. 4 fois. Et notre collègue Marini a été souvent mise à l'épreuve. 4 fois. Et de loi de finances en loi de finances, y compris les lois de finances rectificatives, qui étaient nombreuses à l'époque, elle n'a cessé d'être modifiée. Et finalement, elle est passée. Eh bien, cette réforme-là, elle passera pour le bien-être des Français, de leurs entreprises et des salariés. Merci Madame Brick. Monsieur Jean Desessard a la parole pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, après un deuxième recours à l'article 49.3 de la Constitution, sur ce texte, voici le projet de loi pour la croissance, l'activité, l'égalité et les chances économiques qui revient une deuxième fois en séance publique devant nous. Monsieur le Ministre, si on fait 3 semaines, on va jusqu'au 14 juillet, une partie de nos vacances ensemble. Alors je pense qu'on peut, vu l'utilisation du 49.3 et l'utilité des amendements, peut-être réduire ce temps de débat, même si, comme on l'avait dit, on a eu beaucoup de plaisir à l'avoir en première lecture. Alors, beaucoup a été dit concernant l'engagement de la responsabilité du gouvernement, et on peut se demander, comme cela a été fait, pourquoi un recours à un tel outil, le 49.3, pour votre loi, Monsieur le Ministre. Bon. Et on peut se poser la question s'il n'aurait pas été plus simple de découper cette loi par thématique principale, ce qui aurait permis justement une continuité de travail et peut-être une plus grande présence à certains moments des gens particulièrement intéressés par une thématique. Bon. Voilà, la question sera toujours posée et là, comme ça a été dit, on est obligé d'aborder beaucoup de choses, d'autant plus qu'il y a une navette intéressante entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y a le texte du gouvernement, il faut l'étudier. Bon, il est un peu modifié par l'Assemblée nationale, pas trop. Et ensuite, le Sénat, il remodifie. Et on doit travailler, à la limite, sur 3 textes.
Donc, à chaque fois, on est obligé de donner notre position, parce que par rapport au Sénat, on est bien obligé de la donner, et également par rapport à l'Assemblée nationale, puisque c'est le texte qui va ressortir. Donc, ça nous complique un petit peu le travail. Voilà. Alors, disons-le, les écologistes n'étaient pas favorables aux mesures contenues dans le projet de l'Assemblée, même si, Monsieur le ministre, nous avons apprécié quelques rectifications, en particulier à la Commission du développement durable de l'Assemblée. On a été sensible à la prise en considération de certains amendements environnementaux. Voilà. Alors, nous n'étions pas favorables à nombreuses mesures et nous ne le sommes toujours pas. En effet, dans votre projet de loi, vous proposez de déverrouiller un certain nombre de secteurs dans l'objectif affiché de créer de l'activité, donc de trouver le Graal de la croissance. Ouverture de lignes privées d'autocars, liberté d'installation et regroupement des professions réglementées, simplification du droit de l'environnement, ouverture facilitée des commerces le dimanche et la nuit. Telles sont les grandes propositions de réforme que vous proposez. Mais les écologistes ne souscrivent pas à cette analyse. Nous considérons que ces réformes se traduisent par un moins-disant pour les salariés, pour les consommateurs, pour les acteurs des secteurs concernés, sans pour autant apporter un surplus d'activité notable. Nous en reparlerons, Madame Bricq, vous dites vous sentez un frémissement dans l'activité, on en reparlera et effectivement on verra s'il y a une évolution notable de la croissance de l'activité lors de la mise en application de la loi Macron. Nous considérons au contraire que ce que vous qualifiez d'obstacles sont parfois, souvent, des garanties et même des moteurs de développement économique. À ce titre, l'article 29 est particulièrement représentatif de cet état d'esprit. Supprimé en première lecture au Sénat, puis réintroduit à l'Assemblée nationale, il prévoit que sur une très grande partie du territoire, y compris dans les parcs naturels régionaux et nationaux, la démolition des bâtiments dont le permis aura été annulé par une décision de justice ne sera plus possible. Ce que signifie que pour relancer l'activité dans le bâtiment, le gouvernement est prêt à sacrifier le cadre de vie. Nous considérons au contraire que l'environnement est un pilier majeur du développement économique durable avec lequel il n'est pas possible de transiger. Mais vous vous rendez compte, Monsieur le ministre, de cet article 29. Quelqu'un qui a une construction illégale, c'est-à-dire qui a voulu passer en force. Après, il y a un recours en justice et on peut dire non, pas de démolition. Donc ça ne peut encourager que les activités illégales, le passage en force. Je ne comprends vraiment pas l'intérêt d'un tel article. Voilà donc pour la discussion générale autour du projet de loi croissance et activité, le projet de loi Macron. Tout de suite, c'est preuve par 3. Perrine Tarnaud et Michel Grossior reçoivent Jean-Luc Mélenchon.